Bonjour, donc moi je m'appelle Denis Pouchin, je suis là parce que j'étais membre du comité d'éthique d'Astrolabe, donc j'ai vécu cette aventure de la pré-fécondation jusqu'à la fin. Et donc j'ai eu l'occasion de suivre cet essai pendant plusieurs années. Et donc, quand on regarde Astrolabe, c'était une étude comparative de cohorte qui était extrêmement pertinente, puisque finalement, au bout du compte, si cette étude avait montré ce qu'elle était censée montrer, on aurait pu imaginer de retirer du marché les labasols chez les asthmatiques. Si ça avait démontré que les labasols ou les labas en dispositifs séparés étaient toxiques. Donc c'était une idée, comme l'a très bien expliqué Eric, finalement on ne savait pas très bien avec la littérature existante, et Astrolabe aurait pu répondre au moins partiellement à cette question. L'effectif nécessaire pour montrer la différence sur le critère principal dans Astrolabe, c'était 3000 patients, suivis pendant 2 ans. 3000 patients, dont la moitié d'enfants. Le nombre de patients inclus au total, en France plus en Angleterre, c'est 1162. Après, parce que j'ai pris des données qui ne sont pas exactement les vôtres, enfin bon, peu importe, globalement c'est la même chose. Et donc d'un point de vue méthodologique et biostatistique, s'il faut 3000 patients pour montrer une différence significative sur le critère principal, c'est totalement impossible de le faire sur 1162. Donc au départ, l'histoire du recrutement et du nombre de patients inclus dans la cohorte condamnait le résultat de cette cohorte sur son critère principal. Alors bien sûr, Eric, il vous a fait une très très belle présentation, très séduisante sur un certain nombre de choses, des analyses exploratoires, des analyses post-hoc, on a croisé les choses. Enfin, c'est normal qu'il fasse ça, parce que moi je me mets à sa place. Voilà, c'est normal qu'il fasse ça. Je me mets à sa place, parce que quand on a dépensé quelques millions d'euros pour arriver à ça, c'est vraiment dur à avaler. Alors de ce fait-là, je me suis dit, pour les chercheurs qui sont là, ou les internes qui vont faire des études observationnelles, ou des longitudinales, ou des transversales, je me suis dit, est-ce qu'il y a dans la littérature des données qui permettent de dire, voilà les facteurs qui favorisent l'inclusion des patients dans des études en médecine générale, et voilà les facteurs qui sont des barrières. Donc je me suis posé cette question, j'ai gratté un tout petit peu, et puis pour démarrer, je vais vous montrer la première chose qui est ça s'appelle la loi de Lasagna. Alors qu'est-ce que c'est la loi de Lasagna? C'est très très simple. Quand vous préparez une étude, vous calculez à peu près, en médecine générale, le nombre de patients qui vont être vus par ce médecin généraliste pendant un certain temps, par semaine ou par mois ou par an. Et puis, vous démarrez l'étude et tout à coup, les patients disparaissent. Et donc, pendant le temps de l'inclusion, le taux des patients qui étaient, on va dire, de 20 au départ, il tombe à 5. Et ça dure pendant tout le recrutement. Et puis, si vous regardez à la fin du recrutement, qu'est-ce qui se passe? Vous vous apercevez que tout à coup, tous les patients sont rentrés de vacances. Et là, c'est une loi générale qu'on voit dans la grande majorité des études ou des essais faits en médecine générale. Vous avez une donnée pour démarrer, je vois tant de patients par semaine. Les patients disparaissent dès que vous commencez, disparaissent pendant tout le recrutement, réapparaissent quand vous avez fini le recrutement. Donc il faut garder ça en tête et que les données épidémiologiques qui permettent d'estimer le nombre de patients qu'un médecin généraliste voit sont au départ fausses parce que ça ne se passera pas comme ça. C'est comme dans les essais randomisés, quand vous estimez le nombre d'infarctus du myocarde que vous allez avoir dans le groupe témoin, vous en avez toujours moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on regarde l'inclusion dans Astrolabe, vous voyez que globalement, la prévalence des patients estimés, des patients éligibles, était de 10 par an. Et donc, que la population d'inclusion estimée, c'était globalement 1 par mois. Au départ, il fallait inclure 2000 patients, adultes plus enfants, et en fait, il y a eu 674 patients inclus dans la cohorte, donc ce qui est à peu près le tiers, et environ 28% des enfants et 38% des adultes. La durée de recrutement était prévue de 24 mois, mais effectivement, quand vous avez 34% des patients inclus en 17 mois, et dans le cadre en plus de l'étude européenne très calée, vous êtes sûr que vous n'y arriverez jamais. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ça?
Et donc je me suis amusé à comparer cette histoire avec une étude que je connais bien, qui est l'essai ESCAPE. Dans l'essai ESCAPE, on avait contacté 882 médecins. Donc c'était un essai randomisé en double insu. Le critère d'inclusion pour les patients, c'était hypertension traitée depuis 6 mois, plus 2 facteurs de risque en prévention primaire. Donc une prévalence bien plus élevée que celle d'Astrolabe. Donc sur les 882 médecins qui ont été contactés, il y en a 38% qui ont accepté de participer. Et sur les 38% qui ont accepté de participer, il y en a 257, donc plus de 75%, qui ont accepté de participer et qui ont inclus au moins un patient. Pourquoi? La principale raison, c'est les patients sont plus fréquents et on est allé tous les voir. J'ai des témoins ici. On est allé tous les voir, on les a tous rencontrés, on a fait des réunions locales et donc on s'est présenté. Et voilà. Et globalement, on a inclus, comme c'était prévu, il fallait en inclure 1770, on en a inclus 1832. Donc, compte tenu de la fréquence, ils envoyaient un par semaine de ces patients-là. Compte tenu de la fréquence, on s'était dit, allez, ça roule, en 8 semaines, on inclut les 2000 patients. Que nenni! On s'est dit, ça, c'est pas possible, il faudra 24 semaines pour les inclure. Et en fait, mes chers investigateurs d'ESCAPE, ils ont mis 41 semaines à inclure 1800 patients. Donc, ça ne se passe jamais comme on a prévu. Voilà, donc maintenant, au petit tour de la littérature, qu'est-ce que j'ai trouvé? Donc, je ne trouvais pas grand-chose. Il y a une revue systématique et une méta-analyse de la Cochrane, mais qui n'est pas valable pour nous parce qu'en fait, elle porte sur les inclusions dans les essais en prévention en soins secondaires ou en soins tertiaires, surtout en soins tertiaires, dans le cancer, dans les infarctus du myocarde, etc. Donc il y a très peu d'études qui ont regardé quels étaient les facteurs qui favorisaient ou qui défavorisaient l'inclusion. Donc voilà. Quand vous interrogez les médecins, il y en a 90% qui vous disent que la recherche en médecine générale, c'est vraiment important. Vraiment, c'est super important, mais la moitié vous dit non, moi je ne veux pas faire. Pourquoi? Alors quand on leur demande pourquoi, ils disent voilà, j'ai aucune reconnaissance par les autorités, je sens que je suis incompétent pour ça. Et puis un élément assez important qui vient du qualitatif, c'est difficile et c'est ambigu de soigner quelqu'un en même temps et de faire de la recherche. Dans la même consultation, au même moment, c'est assez ambigu. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude qualitative qui dit ça. Et puis quand on regarde une jolie étude faite en Rhône-Alpes il y a quelques années, Laurent, c'est ça? Il y a combien de temps? 3, 4 ans? 5 ans? Plus que ça? Voilà. Quand vous demandez, quand vous regardez cette étude sur des médecins généralistes, qu'est-ce qui fait qu'ils vont plus inclure? 1, être plus jeune de 10 ans. 2, être maître de stage, qui est un facteur. Et puis surtout, avoir déjà participé à un travail de recherche. Quand on est plus naïf, ou quand on est plus vierge, si j'ose dire, c'est plus facile de refaire, sauf si on a eu beaucoup de difficultés, que quand on n'a jamais fait. Alors, dit une chose toute bête, un logo institutionnel connu favorise les inclusions. Alors, c'était bien parce qu'en Astrolabe, il y en avait 3. Hein, il y avait celui d'Astrolabe, celui de l'Europe et celui du CNGE. Comparativement à un projet piloté par un junior, un projet guidé par un senior expérimenté et reconnu augmente les inclusions. Je suis désolé, Olivier, voilà, mais c'est comme ça. Un vieux crouton comme moi, qui a de la bouteille, c'est plus facilement audible par des médecins généralistes qui avaient en moyenne 50 ans, je suppose, dans l'Astrolabe. Voilà. C'est plus facilement audible qu'un jeune extrêmement brillant, mais peu connu, et qui, voilà. C'est comme les arcs, si tu veux. Les arcs, c'est dérangeant. En Rhône-Alpes, toujours pour les conditions nécessaires, avoir un retour d'information sur le suivi et les résultats. Informer les investigateurs de où on en est. Où on en est, et leur donner les résultats en première intention. L'indemnisation, ça c'est en France, mais pas aux Pays-Bas. Quand vous demandez aux médecins néerlandais, est-ce qu'une indemnisation, ça va vous faire participer à une étude? La réponse est non, mais ce n'est pas le même système de santé. Et puis que le projet soit pertinent pour les médecins généralistes, c'est-à-dire que ça corresponde vraiment à ce qu'ils rencontrent au moins relativement souvent dans sa pratique. C'est bien ça, Laurent? Autre élément, ça c'est assez logique, privilégier les pathologies prévalentes aux incidentes, et puis les études descriptives recrutent plus facilement que les essais d'intervention, puisque dans une intervention, il y a forcément quelque chose qui ressemble à un risque. Ne pas recruter les médecins par courriel,
préférer le contact téléphonique ou mieux le contact direct, c'est-à-dire aller voir les responsables régionaux, aller voir les investigateurs, leur expliquer ce qu'on va faire, leur dire qu'on en fait confiance, que ça va le faire, etc., etc. Et la différence entre Astrolabe et ESCAPE, de mon point de vue, elle est essentiellement là. On est allé voir tout le monde, et on a suivi tout le monde de très très près. Et puis les médecins, les projets nécessitant de relancer, de contacter les médecins pendant leur consultation est un facteur recrute moins que ceux qui ne le demandent pas. Et donc c'est vrai que les ARC, c'est une aide, mais en même temps, c'est quelque chose qui dérange le médecin généraliste dans sa consultation habituelle. Chose qui est assez rigolote, c'est inviter les patients à participer à l'étude par courriel, c'est plus efficace que l'invitation par les médecins. C'est les Néerlandais qui ont trouvé ça. Alors, c'est très intéressant la discussion sur le recrutement dans les dossiers, en fait, parce que, effectivement, s'il est possible de sélectionner les patients dans les dossiers informatisés, cette option est préférable au recrutement des patients pendant la consulte. Sauf que, quand tu interroges le médecin, il y en a la moitié qui dit non, moi je ne veux pas être arrêté de mon ordinateur parce que je me sens espionné, on va aller voir des choses. Enfin, donc les médecins sont méfiants. Alors c'est plus facile avec le CGDIM parce que le CGDIM c'est relativement anonyme. Mais aller demander aux médecins de piéger de leur ordinateur, c'est pas sûr que ça soit gagné parce qu'il y en a la moitié qui vont dire moi j'ai pas trop envie que tu ailles voir dans mon ordinateur ce que je fais. C'est comme ça. Hein. Et puis choisir des critères d'inclusion et de non-inclusion les plus simples possibles. Enfin, et c'est pour ça que ça répond assez bien au questionnement qui s'est passé là, quoi, qui est mettre en place une étude pilote pour tester la procédure d'inclusion, évaluer les réticences des patients et des médecins sur le sujet de l'étude et ou la nature de l'intervention, c'est fondamental. Tout comme accepter, dans la mesure du possible, même si on est coincé par l'Europe rigide, modifier les procédures de l'étude en fonction de la faisabilité et du point de vue des investigateurs est un élément qui favorise énormément les inclusions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour. Dan Baruch, donc moi j'ai fait partie des coordinateurs de l'étude pour Paris Diderot et j'étais moi-même investigateur. Pour les deux études. Oui, pour ESCAPE aussi, bien sûr. Ouais. Ah, c'était toi la coordinatrice. Bon. Je voulais savoir combien il y avait eu en pourcentage, en gros, de perdu de vue sur les 2 ans de patients. Parce que quand même, 2 ans, c'est beaucoup. Suivre des patients 2 ans, c'est quand même remarquable. Dans Astrolabe ou dans ESCAPE? Dans Astrolabe, on parle d'Astrolabe aujourd'hui. Ouais. Ouais. Dans ESCAPE, c'était 4,2. Je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais dans Astrolabe, c'était très peu. Une fois que les patients rentraient, ils étaient motivés, ils sont restés. On a eu très peu de perdu de vue au cours de l'étude. La durée moyenne de l'étude est inférieure à 2 ans, puisqu'on a commencé tardivement, etc. Donc c'est plutôt 1 an que 2, mais on a eu peu de perdu de vue. Voilà, donc je pense que c'est un beau résultat, ça, de suivi. Oui, absolument. Qu'il faut souligner. Mais les patients hypertendus consultent plus souvent que les patients asthmatiques. Donc tu vois, c'est plus facile quand on les revoit souvent de les garder que quand on les voit tous les 6 mois. Quoi. Comme disait Olivier, quand tu les vois tous les 6 mois, c'est plus difficile quand même. Oui, mais la population de patients est une population libre de déménager, de sûr, changer de médecin, etc. Donc un suivi sur 2 ans, c'est un très beau résultat. Pas mal, hein. C'est pas mal. Quand tu dis peu, Eric, quand tu dis peu c'est combien? Enfin, comme ça, à la louche. Hein. À la louche, moi je dirais que c'est moins de 10%. C'est vraiment peu de choses. Okay. On a vraiment des bons chiffres de suivi. Oui, Jean-Yves Lerès de Brest, merci pour votre travail. Je suis par là-bas. Moi, la question que je voudrais vous apporter pour une étude comme Astrolabe, mais c'est un peu pour nous tous, quand il faut une puissance pareille, je me demande si les résultats qu'on trouvera avec une différence statistique sont pertinents en pratique clinique en médecine générale. C'est-à-dire que là, vous cherchez avec une puissance comme ça des différences qui sont très petites. Et nous, en pratique clinique, en médecine générale, on a besoin pour de la motivation de différences cliniques importantes. Et du coup, je me demande si les soins primaires sont adaptés
pour ces études-là? Voilà, c'est une question, hein, simplement. Je vais essayer de répondre. C'est une bonne question, c'est une question clé, je comprends le principe. Pour moi, la réponse est oui, parce qu'au moment où l'étude était lancée, c'est des chiffres, si on a le temps, je vous montrerai des chiffres dans 5 minutes, ou 10 minutes, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais à l'époque où l'étude a été lancée, les LABA étaient encore pas mal utilisés en association libre, en monothérapie. Il se fait que, gloire soit rendue au Seigneur, c'est beaucoup moins fréquent maintenant. On est passé de 2,4 à 0,5 sur des patients asthmatiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui a vraiment fondu comme neige au soleil. Mais au moment où l'étude a démarré, où on a rendu le projet à la communauté, il y avait encore pas mal de patients traités par des LABA et il y avait quand même des études en cours à gauche, à droite. Au Royaume-Uni, par exemple, ils ont fait une étude sur la mortalité dans l'asthme et les bêta-2 utilisés en association libre ou en monothérapie sont encore responsables de pas mal de décès, quand même. Donc c'est pas des anecdotes, c'est pas des histoires de chasse. C'est des choses qui arrivent. Et quand on voit un patient asthmatique qui meurt parce qu'il n'est pas traité correctement par des corticoïdes inhalés et qui, malheureusement, il se surtraite par des LABA, c'est quelque chose qui fait très mal au cœur. Voilà. Donc pour moi, c'est un problème de santé publique. En tout cas, c'était un problème de santé publique très important au moment du démarrage de l'étude. Ce l'est moins maintenant, mais je trouve que c'est une question qui est digne d'être abordée là où ces patients se trouvent, c'est-à-dire en médecine générale. Est-ce que je peux te répondre aussi, Jean-Yves? Oui, tu peux. Je pense profondément que ça dépend des moyens qu'on se donne et de l'investissement qu'on se donne pour ça, parce que, bon, Astrolabe, ça s'est passé comme ça, mais si on regarde Escape, on n'a pas eu ce problème-là, mais on n'a pas eu ce problème-là parce qu'on l'avait anticipé et qu'on s'était dit, voilà ce qu'on fera, comment on fera, etc. On va aller dans toutes les régions. Il y avait 23 collèges à l'époque et départements de médecine générale qui étaient dans Escape. Et encore une fois, j'ai des témoins, on les a fait chier, quoi. Non, mais c'est pas ça le point de ma question. En fait, j'ai bien compris le souci. La question qu'il faut qu'on se pose, nous, en tant que chercheurs en médecine générale, c'est la prévalence observée dans les consultations du fait que l'on cherche. Et là, clairement, je suis d'accord que la mort d'un enfant, c'est une horreur. Et je suis d'accord que la mort d'un enfant, on en a heureusement très peu en médecine générale et beaucoup plus en réanimation pédiatrique. Et que ces enfants-là qui vont faire des complications graves, en fait, ils sont peut-être dans d'autres filières de soins que les nôtres. Pas tous, mais que quand il faut une puissance pareille pour une étude, il faut qu'on se pose la question pour ne pas se planter. Et j'ai bien compris que vous aviez fait avec ce que vous aviez, que c'était compliqué et que le CNGE est venu en sauvetage pour donner un coup de main et que tout le travail qui a été fait a été un travail extraordinaire dont on ne retire absolument pas le mérite. Hein. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais je pense que nous, en tant qu'enseignants, chercheurs en médecine générale, en France, dans le contexte actuel où on se bat pour que la discipline soit reconnue, quand on a besoin d'une étude de très forte puissance comme ça, il faut peut-être se dire qu'il faut qu'on soit plus modeste. La dernière petite intervention, la réponse est oui et non. Oui, parce que ces patients existent chez vous et que je crois qu'on a quand même, on le verra tout à l'heure, retiré certaines notions d'Astrolabe et que voilà, c'est bien de l'avoir fait. Non, parce que sur le plan méthodo, vous avez raison, et c'est ce qu'on a fait au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on a eu peu de patients parce qu'on a, comment on appelle ça, on a targeté, on a visé spécifiquement, on avait les données, excuse pour mes anglicismes, il paraît que c'est interdit, on a visé spécifiquement les patients qui avaient un certain profil d'utilisation des LABA. On le savait, puisqu'on avait la vision de l'ensemble des dossiers de généralistes avant que les patients ne rentrent dans l'étude. Et donc, on a pu leur dire, John, would you please include dead patients and dead patients? On a pu vraiment viser des patients bien précis au Royaume-Uni par ces dossiers médico-électroniques, ce qu'on voulait faire en France initialement aussi, en fait. Voilà. Ça n'a pas été terrible quand même, le résultat. Si, on a ratissé assez large en Angleterre. En France, on est encore à 0,5% d'utilisation de LABA en asthme. En Angleterre, je crois qu'ils sont à 0,1%. Donc, c'est encore pire qu'en France, si j'ose dire. Moi, je suis ravi. Il n'y a plus personne qui en prend et c'est un problème qui disparaît. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est des patients qui ont fondu comme neige au soleil au cours des 5 ou 10 dernières années. Mais donc, avec ce système de dossier médical électronique, on pouvait viser plus facilement, beaucoup plus facilement des patients. Et c'est vraiment ce qu'on avait en tête au début de l'étude. Voilà. Je ne me suis pas présentée tout à l'heure, je m'excuse, Isabelle Aubin-Auger de Paris Diderot. Juste pour ce que présentait Denis, moi j'ai deux propositions à faire. Donc la première, donc valoriser le fait
participer à la recherche en tant que médecin généraliste. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, mais je pense que vraiment c'est important. Et peut-être former les investigateurs, enfin médecins généralistes. Je pense que vraiment on gagnerait dans la qualité des données qu'on peut recueillir. Et je pense qu'on a vraiment des progrès à faire en ce sens.